Eh bien, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici ce soir pour vous parler des Small and Modular Reactors et du rôle que ces réacteurs, selon moi, vont pouvoir jouer dans le mix énergétique de demain. Mais avant de parler de ces réacteurs et du rôle qu'ils vont pouvoir occuper, j'aimerais juste poser une petite question de contexte. Euh, Est-ce que ces réacteurs vont pouvoir permettre de changer la donne pour le nucléaire? Alors, je vais parler de ça, mais j'aimerais parler d'abord, donner un petit mot de contexte sur les SMR. Et ce contexte, c'est celui de la transition énergétique. La transition énergétique, ça va peut-être vous sembler curieux, mais c'est en fait ça qui m'a donné envie à moi de commencer des études en génie nucléaire il y a 7 ans, quand je terminais mon bachelier d'ingénieur, et que je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire comme carrière par la suite? Alors, la raison, elle est assez simple. En fait, euh, on vit une période qui est assez fantastique, où la société change petit à petit de perspective sur la manière de produire et de consommer de l'électricité, et où on s'oriente vers une production de plus en plus durable et de plus en plus éco-responsable. La transition énergétique, c'est le passage d'un mode de production centralisé, où on a énormément de centrales de grande puissance qui sont concentrées et qui sont fortement dépendantes des énergies fossiles, vers un réseau qui sera beaucoup plus décentralisé, où la production d'énergie et la consommation d'énergie se fera de manière locale, et où les énergies renouvelables auront un rôle très important à jouer. Alors, il va de soi que les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien en particulier, sont des énergies intermittentes. Et elles ne sont pas toujours disponibles. Si on prend le facteur de charge typique d'une centrale, d'un parc éolien ou de panneaux solaires, on est à quelque chose de l'ordre de 15 à 30 %. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut pouvoir remplacer la capacité installée euh, de fossiles ou de nucléaire par du renouvelable, on doit passer à 3 fois la capacité installée et en plus mettre en place des capacités de stockage. Alors, tout de suite vient en tête le fait que ces capacités de stockage, alors il y a vraiment des choses merveilleuses qui sont pensées pour le moment. La possibilité de faire appel aux voitures électriques pour stocker les pointes de production de nos réseaux. La possibilité également de mettre en place des smart grids qui vont pouvoir compenser, en tout cas gérer la production, la consommation plutôt d'énergie en temps réel. Mais en termes d'infrastructure, le défi est énorme. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu me concentrer en commençant mes études d'ingénieur. C'est de me dire, mais tiens, finalement, on sait très bien où on en est aujourd'hui. On sait aussi à peu près vers où on veut aller et quelles sont les grandes directions. Mais la question qu'on se pose trop peu, et je trouve ça vraiment très curieux, c'est comment est-ce qu'on assure la transition entre ces deux formes d'énergie, en tout cas entre ces deux mondes complètement différents. Alors je trouve ça vraiment particulièrement curieux parce que la transition énergétique a choisi le mot de transition pour parler d'elle-même. Et pourtant, on se rend compte, et je vous invite à aller voir les chiffres de la transition énergétique allemande qui sont assez parlants et assez marquants. En fait, le défi à remplir, il est énorme. J'ai assisté il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines de cela, à une présentation sur la transition énergétique allemande, où le chiffre de 250 milliards d'euros déjà investis dans la transition énergétique a été évoqué. Et avec tout ça, l'Allemagne n'a pas encore réalisé une baisse significative de ses émissions de CO2. Alors, c'est vraiment ça en fait qui a été la base de ma réflexion quand j'ai commencé mon master en génie nucléaire, c'était de me dire, mais tiens finalement, comment être ce lien manquant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas une énergie, l'énergie nucléaire en particulier, qui peut jouer ce rôle de transition? Alors pour moi, la première question à se poser quand on parle de la transition énergétique et de ce qui va pouvoir assurer cette phase de transition, c'est quelles sont les caractéristiques qu'on recherche pour le mix énergétique de demain et celui qui va assurer en tout cas la transition. Dans un premier temps, on recherche une énergie décentralisée. Pourquoi décentralisée? Bien décentralisée parce que pour anticiper et favoriser l'émergence du marché électrique de demain, où à la fois
la production et la consommation se feront de manière beaucoup plus locale. Ensuite, une énergie flexible. Pourquoi flexible? Eh bien, je l'ai dit, les énergies solaires et éoliennes sont des énergies intermittentes et il faudra pouvoir favoriser la pénétration de ces énergies sur le marché de l'électricité. Et enfin, décarboner, je pense que ça va de soi pour tout le monde, mais les enjeux climatiques ne permettent pas qu'on attende que la transition énergétique ait eu lieu pour agir. Il faut dès maintenant avoir une vraie réflexion sur la manière dont on va pouvoir produire de l'énergie sans produire de gaz à effet de serre. Alors la question que je viens poser ici ce soir, c'est finalement, mais est-ce que l'énergie nucléaire peut encore jouer un rôle dans cette transition et est-ce qu'elle est capable de remplir les 3 défis que je viens de citer? Clairement, pour moi, avec le SMR, la réponse est oui. Alors, le SMR, c'est avant tout un changement de paradigme pour l'énergie nucléaire. Plus qu'une innovation, le SMR, c'est l'énergie nucléaire qui se pose la question de comment devenir un partenaire des énergies renouvelables dans la transition énergétique. Et concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un SMR? Ça fait déjà quelques minutes que je parle, mais vraiment, qu'est-ce qu'un SMR? Eh bien, si on s'en tient à la définition de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les SMR sont des réacteurs avancés qui produisent une puissance électrique qui peut aller de quelques dizaines de mégawatts électriques jusqu'à 300 mégawatts électriques. Alors pour donner une idée, un ordre de grandeur, 300 mégawatts électriques, c'est à peu près un tiers de ce que produit une centrale actuelle, enfin une centrale nucléaire actuelle, en tout cas celle qu'on a en Belgique. 20 mégawatts électriques, c'est un cinquantième. Donc on a vraiment cette dimension de réseau plus petit et décentralisé. Ensuite, ces réacteurs sont des réacteurs qui sont vraiment pensés de manière standardisée de manière à pouvoir être produits sur un assemblage en usine et être livrés sur site à mesure que le besoin du consommateur augmente. Et donc, je le disais, ça, c'est la première étape pour le SMR et pour l'énergie nucléaire de devenir une énergie décentralisée. Ensuite, on le sait, c'est probablement une évidence, le nucléaire est une énergie décarbonée. Si on compare, et j'ai ici repris les chiffres du groupe intergouvernemental des experts du climat, si on compare les émissions de CO2 d'une centrale nucléaire à celles d'un parc éolien, on a quelque chose d'à peu près semblable, et on fait même légèrement mieux que ce qui est fait par les panneaux solaires. Alors s'il y a une idée que j'aimerais que vous puissiez retenir ce soir, c'est que le SMR, ce n'est pas un produit. Le SMR, c'est une approche. Et cette approche, elle englobe une cinquantaine de concepts et une diversité de technologies. Je ne vais pas passer avec vous en revue toutes les technologies qui existent sur le marché des SMR. J'aimerais juste donner quelques grandes clés directrices, quelques points communs entre tous ces SMR. La première, c'est de développer une diversité d'applications plus grande que ce qu'on connaît maintenant. La deuxième, et c'était l'un des challenges dont j'avais fait part dans mon introduction, c'est d'avoir vraiment la flexibilité comme driver. Pour ne pas rentrer dans les détails de cette cinquantaine de concepts, je vais donner juste les 3 grandes tendances, qui sont pour moi les tendances principales qu'on retrouve parmi les SMR. La première tendance de flexibilité, c'est la possibilité de faire du suivi de charge. Là où l'électricité nucléaire classique se voit beaucoup plus comme une énergie dite baseload, qui produit en permanence son électricité, le SMR, et NuScale, qui est un concept américain, l'a montré, va être réellement capable de faire varier sa production de puissance pour s'ajuster à la demande. Alors, ce que NuScale a montré dans ses études est assez formidable. En fait, ils ont étudié la possibilité de coupler leur SMR avec un parc éolien et ont montré que, en fait,
ils ont une flexibilité telle qu'ils sont capables de suivre en temps réel la production du parc éolien et d'assurer la différence entre le besoin d'électricité demandé par le réseau et cette production du parc éolien. La deuxième grande tendance qu'on retrouve sur le marché des SMR et dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est une nouvelle manière de concevoir la production d'électricité, plutôt la production d'énergie nucléaire. Plutôt que d'avoir un SMR qui se concentre uniquement sur la production d'électricité, on a des réacteurs qui sont capables de produire de l'énergie de manière flexible. Ils vont être capables de produire cette énergie sous forme de chaleur et de l'apporter pour diverses applications industrielles environnantes. Alors, un des exemples typiques pour les réacteurs à plus basse température, c'est la possibilité de produire cette vapeur à une température de 300 degrés pour des applications de dessalement d'eau de mer. Et on sait à quel point les besoins en eau potable sont l'un des besoins et une des demandes urgentes de la transition énergétique à travers le monde. Les autres applications peuvent toucher l'industrie pétrochimique, l'industrie de la production d'acier, mais également pour les réacteurs à très haute température, comme c'est le cas du réacteur d'Areva, qui est étudié à l'heure actuelle par la Commission européenne, de permettre de produire de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est peut-être l'une des sources fondamentales l'un des combustibles fondamentaux de la transition énergétique. La dernière application dont j'aimerais vous parler ce soir est peut-être l'une de celles dont on entend le plus parler, mais qui est quand même vraiment fantastique, c'est la possibilité de réutiliser et d'utiliser, en tout cas de manière beaucoup plus efficace, les ressources combustibles pour en faire de l'électricité. Concrètement, c'est la possibilité qu'ont certains réacteurs et certains SMR dits à neutrons rapides d'utiliser des matériaux qui sont encore considérés comme des déchets à l'heure actuelle pour en faire encore de l'énergie et au passage réduire le volume et la radiotoxicité de ces déchets. Je n'ai pas eu l'occasion, avec les 15 minutes qui m'étaient accordées ce soir, de faire énormément de techniques. Et je sais qu'il y a des esprits qui sont friands de techniques dans la salle. Alors, juste pour dire un mot là-dessus, concrètement, c'est quoi la différence entre nos réacteurs d'aujourd'hui et les réacteurs de demain qui seront capables de réduire le volume et la radiotoxicité des déchets? Concrètement, dans les réacteurs actuels, on utilise des neutrons dits thermiques. En fait, ces neutrons de fission, ils sont ralentis par collision avec l'eau qu'on trouve dans les cœurs de nos réacteurs. Et ces neutrons thermiques vont permettre de fissionner des noyaux fissiles, comme c'est le cas de l'uranium-235, mais qui est un matériau peu abondant relativement sur Terre, si on le compare aux autres formes de ressources nucléaires. Ce que vont offrir comme possibilité supplémentaire les réacteurs à neutrons rapides, c'est la possibilité d'utiliser... Enfin, c'est deux possibilités en fait. La possibilité d'une part de faire ce qu'on appelle la surgénération, c'est-à-dire convertir de la matière fertile en matière fissile, et par ce biais d'utiliser une denrée qui est abondamment relative sur Terre, qui est l'uranium-238, pour en faire aussi l'énergie, mais également la possibilité de rendre des noyaux transuraniens qui n'étaient pas fissiles par des neutrons thermiques, fissionnables par des neutrons rapides, et par ce biais, de diminuer significativement la durée de vie et la radiotoxicité des déchets. Pourquoi? Parce que ces noyaux transuraniens sont les noyaux qui contribuent le plus à la durée de vie et la radiotoxicité des déchets. Alors, si je devais résumer cette présentation en une idée, je vous dirais que les SMR sont une opportunité fantastique pour la transition énergétique. La transition énergétique va demander aux énergies renouvelables de trouver un partenaire pour remplir les défis incommensurables qui sont devant elles. Et pour ça, sous ce nouveau paradigme de flexibilité et
ce paradigme d'énergie décentralisée, le SMR va permettre, je le pense, de remplir les défis de la transition énergétique. En tout cas, une chose est certaine, si on n'a pas un plan clair pour aborder le marché énergétique de demain et les enjeux que nous nous sommes fixés en termes d'énergie décarbonée, on sera totalement incapable de remplir et de répondre aux enjeux climatiques. Je vous remercie. Je sais que cette présentation, en 15 minutes, je n'ai pas eu l'occasion d'aborder toutes les questions techniques et tous les points essentiels, et j'ai probablement ouvert plus de questions que ce que je n'ai donné de réponses. Mais je me ferai vraiment un plaisir par la suite. Je ne pense pas qu'il soit prévu maintenant qu'il y ait une séance de questions-réponses, mais en tout cas par la suite, de répondre à vos questions autour d'un petit verre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.